Bonsoir à tous. Si vous voulez bien accueillir Arnaud Desplechin. Merci infiniment Arnaud d'avoir joué le jeu de cette présentation de Pretty Woman. Tu es en finition de ton dernier film, dont une infime partie a été tournée dans cette maison. Oui, déjà deux plans. Voilà, puisqu'il est sur le cinéma et sur ceux qui le peuplent. Il s'intitule Spectateur, je crois, avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation et au pluriel. Voilà, et au pluriel. Et donc il sera présenté dans quelques jours au Festival de Cannes. Donc voilà, c'est un cinéaste au travail, en train de finir un film que nous accueillons ce soir. Alors évidemment, c'est une vieille histoire, et je me suis aperçu tout à l'heure en discutant avec toi que tu t'en souvenais pas toi-même, donc je vais la rappeler très très rapidement. Je crois qu'on est au début des années 90. Les cahiers du cinéma, dont tu es encore, à l'époque en tout cas, un lecteur compulsif, disons, sont dirigés par une bande de jeunes gens, dont Emmanuel Burdeau, qui t'interviewe. Et je pense que l'interview, ça doit être sur La Sentinelle, puisque Pretty Woman date de 1990-1991 à peu près, et La Sentinelle date de 1992. Et donc là, on a les cahiers du cinéma, Arnaud Desplechin, Emmanuel Burdeau, on parle de La Sentinelle, bon, ça rigole pas trop quand même. Et à un moment, tu leur dis, vous avez été incapable de dire quoi que ce soit d'intelligent sur Pretty Woman, alors que c'est le meilleur film de l'année, on ne peut pas dire que vous m'aidiez beaucoup. Alors ça avait fait un peu sensation, parce qu'évidemment, c'est toujours pareil, on ne t'attendait pas forcément là, et on n'attendait pas forcément une telle défense de Pretty Woman dans une revue aussi sérieuse que les cahiers du cinéma, qui, il est vrai, j'avais vérifié quand même, n'en avait pas fait grand cas. Voilà, ça avait dû se retrouver dans les notules de fin de numéro. Mais évidemment que quelqu'un comme Arnaud, qui pour nous, jeunes cinéphiles, était un cinéaste très important déjà, donc ça permet de reconsidérer Pretty Woman, déjà à l'époque. Donc voilà, c'est un plaisir évidemment plus de 30 ans plus tard, d'en parler à nouveau dans le cadre de ce cycle. Donc je pense que tu vas plus parler de Pretty Woman en particulier que du cycle en général, c'est-à-dire la comédie romantique. Mais alors si vous voulez tout savoir sur la comédie romantique, savoir pourquoi Meg Ryan est la plus importante pour les filles et disons Hugh Grant pour les garçons, eh bien il faut que vous lisiez le programme de la Cinémathèque, dans lequel il y a un texte absolument remarquable de Clélia Cohen, que j'ai aperçu, voilà, qui est là, et qui a écrit donc ce très beau texte sur la comédie romantique que je vous recommande de lire. La même Clélia Cohen, d'ailleurs, qui vient de faire un documentaire entier sur Pretty Woman, qui va bientôt être diffusé sur Arte. Donc on peut dire, Arnaud, que la reconnaissance de Pretty Woman est quand même bien engagée, voilà. 30 ans, un peu plus de 30 ans, presque 35 ans après sa fabrication. Donc je te laisse la parole, parce que je pense que tu n'as pas changé d'avis depuis 1992, et donc je te laisse nous présenter ce film. C'est un piège, puisque mon opinion s'est un peu fondée avec les années. J'ai revu le film souvent, mais qui suis-je pour prétendre être plus intelligent qu'Emmanuel Burdeau? Donc évidemment, je vais faillir devant vous. J'ai pris des notes. Frédéric va m'en vouloir parce qu'elles sont trop longues. Vous attendiez Pretty Woman. D'habitude, je présente Shoah et ça prend 25 minutes. Là, ça va être un peu plus court, mais pas tant que ça. Désolé. Alors donc, Pretty Woman, on disait, c'est Gary Marshall, 1990, donc j'ai dû voir vers les 29-30 ans, enfin, quelque chose comme ça. Et je ne sais pas bien, mais je faisais le pharo devant les cahiers du cinéma, en disant j'adore le film, mais pourquoi il me tient à cœur? Et en prenant ces notes, je posais la question, mais pourquoi ce film m'a-t-il tenu à cœur? Peut-être c'est pour une scène dont je vais vous parler. Il y a quelques autres raisons que j'ai réussi à articuler, ça c'est avec l'âge, mais peut-être peut-on aimer un film pour une scène, et même pour un plan? C'est la question que je me poserai devant vous. Alors, pourquoi j'avais été voir ce film-là? Je vous rassure, je ne connaissais rien à Gary Marshall, je ne sais pas du tout qui c'était, mais j'avais vu Mystic Pizza avec Julia Roberts, et elle m'avait soufflé dans Mystic Pizza.
Donc le film, il s'agit, je pense à Luc Moulet, à la politique des acteurs, Richard Gere, qui est magnifique dans le film, qui sortait d'un Coppola, Cotton Club, qui est un film faible et avec énormément de beauté, et d'un Lumet Mineur, qui est beau comme un dieu, et Julia Roberts, qui, elle, c'est différent, est un pur événement de cinéma. Nous savons, grâce entre autres à Clélia Cohen, que la première version du scénario a été écrite par un type qui s'appelle J.F. Lawton, et quand le scénario a été proposé, c'était un film très sombre, prostitution, drogue, corruption du héros, finale tragique, etc. Et le scénario a été proposé à Gary Marshall, qui est tombé amoureux du potentiel de cette histoire, qui dit « je peux faire quelque chose avec ça ». Et au bout de 10 réécritures, c'est devenu le film que nous connaissons. Alors Marshall, au tout début, parents italiens, je crois, était un acteur de second rôle, et surtout un scénariste pour la télévision. Alors il a écrit pour le Tonight Show, c'est son trait de gloire, mais là aussi, il a commencé, c'est tout début, c'est d'écrire des punchlines, soit des blagues pour Lucille Ball à la télévision, et j'y reviendrai. Il est effrayé par la longueur de mon texte. Alors, c'est donc Gary Marshall qui aura transformé un drame social très sombre en une rom-com, tout notre présence ce soir, puisqu'on ouvre le cycle des rom-com. Alors, qu'est-ce que j'ai vu à l'Odéon à 29 ans? C'était dans une salle de l'Odéon que j'ai vu. Quand je suis sorti du film, je n'étais pas encore fan. J'étais sous le charme, j'étais amusé, mais ici et là, j'avais été frappé. Et c'est un film que j'ai vu, revu à différents moments de ma vie. Alors, le film s'ouvre, je ne vais pas vous le spoiler pour ceux qui n'ont pas vu, rassurez-vous, mais le film s'ouvre par un pré-générique qui n'est pas passionnant, je vous le dis tout de suite, c'est pas un film d'auteur, quoi, c'est des histoires de business. Bon, voilà, vous suivez, vous êtes content parce qu'il y a Richard Gere, je vous disais, il est beau comme un dieu, et puis voilà que le générique va commencer, et là nous sommes sur Hollywood Boulevard. Et on voit d'abord, c'est le plan qui ouvre la scène sur Hollywood Boulevard, l'étoile de Carole Lombard. Et c'est Clélia Cohen qui, sur le Hall of Fame, vous savez, les étoiles avec les traces de main. Et c'est Clélia Cohen qui vient donc de terminer ce film sur Pretty Woman, qui m'enseignait que si c'est cette étoile-là, celle de Carole Lombard, qui ouvre le film, c'est que pour Gary Marshall, Carole Lombard, c'est celle qui avait su résoudre l'équation magique d'Hollywood. Comment on peut être une femme belle et drôle en même temps? Parce que au cinéma, une femme, elle est belle et elle n'est pas drôle, ou elle est drôle, mais elle n'est pas belle. Alors évidemment, le bingo, c'est quand vous avez les deux en même temps, donc comment faire pour résoudre cette contradiction qui peut emprisonner les actrices dans des codes de représentation masculins. Donc l'étoile qui ouvre le film, c'est un drapeau. Et déjà, je trouve ça magnifique qu'un film s'ouvre sur un tel drapeau. Puis on voit Julia Roberts, on la voit pas, on la devine en plan très serré, on la reconnaît pas. Elle est en train de revêtir son uniforme de hooker. Détail sublime de la botte usée qu'on maquille avec un marqueur, voilà, avec un gros marqueur. Et puis Robert s'échappe par les escaliers de service. Vous verrez comment est-ce qu'elle descend au début du film et comment est-ce qu'on monte à la fin du film. Elle est fauchée. Bien. Elle rejoint son bout de trottoir, drogue, macro, le meurtre d'une prostituée dont le cadavre est pris en photo par des touristes. Détail magnifique. L'exposition est incroyablement crue et c'est un film Disney. Alors c'est quoi l'histoire? J'en arrive à la scène que vous attendez, vous dites il est trop long, je le sais. C'est la passion qui parle. C'est une espèce de banquier froid qui se perd à Los Angeles, Richard Gere, il cherche son chemin et il trouve en route une prostituée et il décide de passer la nuit avec elle. Si vous voyez le geste si direct, si choquant, si merveilleux, quand Julia Roberts pose sa main sur l'entrejambe de Richard Gere dans la voiture, vous dites que oui, il y a bien quelque chose dans ce film qui stupéfie. Et ce qui stupéfie, c'est la liberté de l'héroïne. Alors d'abord, le businessman ne va pas tenir à coucher avec la prostituée. Pourquoi est-elle là, Julia Roberts? C'est juste pour rompre sa solitude, et sa solitude est immense. Et toutes les premières scènes, qui sont très amusantes, décrivent pourtant, là on va commencer à moins rigoler, et vous dites il est long, ouais, une négociation âpre entre le riche et le pauvre. Il s'agit ici de la dialectique du maître et de l'esclave, ou plutôt du serviteur. C'est-à-dire qu'on peut aussi penser à Peña et Poros, pour reprendre le mythe de Diotime dans le banquet. Vous savez, Poros, c'était celui qui sortait de l'Olympe et celui à qui tout était donné. C'était Poros le riche. Et il rencontre Peña. Peña, c'est celle qui n'a rien et qui demande sa place au banquet des dieux. Et de l'union de Peña et Poros, Peña va violer Poros, naîtra l'amour. Tout est drôle dans ces premières négociations entre Gere et Roberts. C'est dur et drôle. Regardez par exemple comment Viviane ne s'assied jamais sur une chaise quand elle arrive dans l'hôtel.
c'est Gary Marshall qui avait demandé à Julia Roberts d'être jamais en repos, d'être toujours déplacée, pas à sa place. C'est ainsi, quand vous n'avez pas de place au monde, et ben vous n'avez même pas un siège. Regardez comment, magnifiquement, dans un geste si trivial et délicieux, Julia Roberts pose ses fesses sur le fax et les contrats du businessman. Et puis je suis arrivé à cette scène dont je vous parlais, et que j'ai vu déflorer, et qui m'a fasciné jusqu'à aujourd'hui. Je l'ai revue aujourd'hui et hier, je la connais par cœur. J'étais dans cette salle à l'Odéon, j'avais donc 29 ans, et je vois Richard Gere qui est en train de faire des deals au téléphone, des deals de business. Pendant ce temps-là, Julia Roberts s'ennuie, elle regarde la télé en noir et blanc, des rediffusions. Et on voit une paysanne à la télé, avec un drôle de visage, et une autre femme un peu forte, et toutes les deux grimpent dans une cuve et elles commencent à fouler du raisin. Et je ne savais pas encore cette première fois qu'il s'agissait de Lucille Ball, qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire cette femme pour qui Gary Marshall avait écrit des blagues, productrice de ses propres films, et qui est une fameuse actrice et productrice américaine, comique à la télévision. Alors la paysanne foule le raisin, elle prend la mine dégoûtée, elle foule encore, et Julia Roberts éclate de rire. Gere et nous tous dans la salle, et c'est ça qui est magnifique, nous regardons fascinés, quelque chose qui apparaît pour la première fois, c'est le rire de Julia Roberts. Donc, vous voyez une femme travailleuse du sexe, pauvre, qui regarde le travail humble et un peu répugnant de deux paysannes, et elle rit. Un silence, elle réfléchit, elle s'approche un peu de Richard Gere, elle se dit « bon, bah, je vais faire mon boulot ». Alors elle commence à se déshabiller. Et sur la télé, on voit Lucille Ball qui continue à trottiner dans sa cuve de raisin en noir et blanc. Et pour moi, c'était une pure énigme de cinéma. Qu'est-ce que la confrontation entre ces deux images, la prostituée qui attend et Lucille, l'ouvrière paysanne qui foule le raisin en noir et blanc, qu'est-ce que ça signifie? Ben, ça signifie tout. Et pourtant, je suis bien en peine de décrire ce qui se passe en moi au moment où je découvre ces images, ce qui pour moi est la définition du cinéma pur. Voilà que Julia Roberts est en sous-vêtements, elle s'apprête à faire une fellation. Mais elle a un souci qui lui traverse la tête. Alors on voit Julia Roberts qui se lève, elle sort du champ, et puis elle re-rentre dans le champ avec un coussin, elle dispose le coussin et elle s'agenouille. Je tiens que ce coussin est un des plus beaux gestes de mise en scène que j'ai vus, les plus délicats, les plus humains. Julia Roberts a coupé le son à ce moment-là de la télévision, donc les images sont muettes. Et sur la télé, Lucille Ball continue à faire le clown. Julia Roberts a un dernier regard pour Lucille Ball qui fait le clown, et elle disparaît du champ par en bas. Sublime. Voilà, c'est pour ça que c'est pour cette scène-là que je suis ici devant vous. Je ne me suis pas remis de cette scène et je bénis l'homme qui a inventé ce coussin pour protéger les genoux de Viviane pendant une fellation. Il y a une autre raison que j'ai retrouvée en parlant en particulier avec Lélia pour Pretty Woman, et c'est un nom, c'est Stanley Cavell, qui est un philosophe qui a beaucoup écrit sur le cinéma. Je tiens Pretty Woman pour évidemment une comédie de remariage. C'est quoi au juste la théorie de Cavell? Je vais vous la faire brève, maintenant je vais aller vite. Long, c'était la scène que je viens de décrire. C'est que le cinéma américain, il raconte pas tellement la rencontre de deux innocents, Roméo et Juliette. Non, la fonction du cinéma hollywoodien, c'est de nous montrer un couple qui n'est pas forcément très jeune, et la femme du couple ne se retrouve pas dans le couple. Parce que ce qu'elle veut, c'est sa liberté, son indépendance. Elle veut être vue pour elle-même. L'homme ne se retrouve pas non plus dans le mariage, parce qu'il réclame son droit à l'enfance. Alors ces deux-là, ils divorcent. Et tous les films, et tout le film, Pretty Woman, et toutes les comédies de remariage américaines, et toutes les rom-coms, seront l'histoire de leur divorce, et puis de leur remariage. L'objet du film, ça va être cette négociation entre un homme et une femme. Qu'est-ce que c'est un mariage? Comment pourrait-on inventer un mariage qui ne soit pas une prison pour la femme et pour l'homme? Et bien c'est ce que vous allez voir. J'y rencontre Roberts, d'accord, elle est pauvre, il est riche, ils se mettent ensemble. Tous les deux, c'était la scène de négociation que je vous disais, ils croient tous les deux qu'ils sont très malins et qu'ils ont bien négocié. Et bien pourtant la femme, dans le couple, elle s'y retrouve pas. Alors ils se séparent et ils vont devoir inventer un nouveau mariage. Et celui-là serait une utopie où l'homme verrait enfin reconnu son droit à l'enfance et la femme reconnu son droit à être elle-même. Pretty Woman est une des très grandes comédies de remariage. Dans le mariage, il s'agit de l'éducation de la femme. Il ne s'agit pas que l'homme éduque la femme. Et je n'aime pas du tout My Fair Lady, auquel Pretty Woman a été comparée. Non. C'est la femme qui s'éduque elle-même en se disputant sans cesse avec l'homme. Jusqu'à la sublime dernière scène de Pretty Woman, à la dernière réplique, c'est la femme qui éduquera l'homme. C'est l'éducation réciproque, c'est ça la définition de la comédie du remariage. On a loué le film en disant que c'était un conte de fées, on a blâmé le film en disant que c'était un conte de fées. C'est pas exactement mon point de vue. Je voulais mentionner un film que j'aime beaucoup, qui est Breakfast at Tiffany's de Black Edwards, avec Audrey Hepburn, et ça me fait beaucoup penser, parce que c'est aussi une histoire de prostitution, mais cette fois-ci sur la côte Est, puisque c'est à New York.
Et vous voyez, souvent les gens s'y disent, mais qu'est-ce qui reste de la cruauté de Truman Capote dans Breakfast at Tiffany's? Mon hypothèse, c'est qu'il reste tout. Il reste tout. Évidemment que c'est très cru, le film. Et pourtant, si vous voulez, le monde est effroyablement dur, ça on le sait, mais ces films, Pretty Woman et Breakfast at Tiffany's, ils savent en même temps qu'ils racontent la crudité de la vie, savent faire la peinture des rêves de leur héroïne. C'est-à-dire que ceux qui n'ont rien, eux aussi, ils ont droit aux rêves, à l'éloge, à la beauté. Et c'est un paradoxe qui m'émeut. Holly Golightly, l'héroïne de Breakfast at Tiffany's, elle ne pense pas d'elle-même, oui, je suis une pute, je m'en sors pas, j'étais mariée à 14 ans, je me suis enfui de mon village natal qui était une prison, et je couche avec n'importe qui pour 10 $. Elle pense pas ça, la fille qui va sur le trottoir. Elle veut inventer sa vie. Bien sûr, elle va échouer, mais la fiction l'aura accompagnée tant qu'elle rêve de s'inventer elle-même. Je cherche encore pourquoi le film me touche autant, c'est un des ressorts du film. Le cœur du film, c'est l'humiliation sociale, sexuelle, métaphysique. Merveilleuse scène avec Hector Elizondo, le maître d'hôtel, qui est devenu très fameux après ce film, parce que Viviane est humiliée, je suis Viviane. Sa honte est la mienne. Le film aujourd'hui me fait rire, bien sûr, et il m'émeut aux larmes. Et que vous verrez tout à l'heure, quand Viviane, elle s'en va, parce qu'elle se dispute et qu'elle laisse l'argent sur le fric, sur le lit, j'ai envie de crier, mais reprends ton fric. Ma compagne me voyait devant la télé, et je dis, mais reprends l'argent, reprends l'argent. Et je voulais pleurer. Voilà. Il y a un fragment de dialogue qui me rend fou. J'ai bientôt fini. Hein. Elle dit, you're late. Je ne traduis pas. Lui répond, you're stunning. Elle conclut, you're forgiven. Le film fourmille de mots, de détails qui sont sidérants. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à une telle perfection de dialogue, de gestes, d'images, d'action? C'est la technique Gary Marshall qui est racontée dans le film de Clélia Cohen. Décidément, Clélia, c'est votre soirée. Il y avait des bandes de scénaristes sur le plateau qui n'arrêtaient pas de lui filer des petits bouts de papier en disant, tiens, on pourrait rajouter une blague et tout ça. Alors Gary Marshall, quand il laissait tomber, c'est que c'était dead, et quand il mettait dans sa poche, c'est que ça serait dans le film. Et cette technique, c'est la méthode Hawks. On sait aujourd'hui, grâce à la grande biographie de Hawks, comment Hawks dessinait d'abord le mouvement de ses scènes, et puis après ça, il envoyait ses scénaristes, et lesquels, dans leur caravane, pour qu'ils inventent la réplique dont Howard Hawks avait besoin. Et c'est la raison pour laquelle les films de Hawks avaient des durées de tournage interminables et des budgets insensés. Nous ne sommes pas ce soir devant un film d'auteur. Je parle de Howard Hawks. Non, nous sommes devant un film de Gary Marshall. Et pourtant, je voudrais qu'une seconde, on offre le même respect que celui qu'on offre à Hawks pour ce produit d'artisan, parce que ce film humble, industriel, a su filmer avec grâce les plus déshérités. Vous me direz que je suis fou, qu'il s'agisse juste d'une rom-com. Pourquoi? Alors je suis en finition d'un film, je viens présenter une rom-com, etc. Eh bien, vous voyez, je vous dis que c'était l'automne qui avait écrit la première version du scénario. Et la première fin qui était inventée était tragique. Le milliardaire et la prostituée se séparaient, et les deux prostituées, elles partaient claquer tout leur fric et tout le pactole à Disneyland. Ce que je trouve une très bonne fin scénarique, une fin cruelle, impeccable, etc. Et pourtant, je trouve le film encore supérieur. Alors, je vous raconterai une discussion, et ce sera ma conclusion, que j'ai eue avec François Regnault, qui est un immense homme de théâtre, un immense cinéphile, et qui est l'auteur, c'est un texte séminal sur Hitchcock, qui avait été publié dans les cahiers. Et je disais à François Regnault que je ne savais pas aimer les pièces de Molière. Parce que, entre autres, les fins lénifiantes me semblaient fausses. C'est qu'au lycée, mes professeurs marxistes nous avaient enseigné, et que j'adorais, hein, ils nous avaient enseigné que c'est le roi qui forçait Molière à conclure sur une fin heureuse. Et nos professeurs, ils nous disaient, oui, mais Molière, il sait bien que le monde, ça se termine toujours sur la montagne de fange de Musset. Alors, comme le système capitaliste impose le happy ending au cinéma américain pour dissimuler l'oppression capitaliste. Mais Regnault, il m'a appris ceci. Il m'a dit, vous savez, Arnaud, pour comprendre Molière, c'est pas très dur, il suffit d'avoir vu la fin de certains mêmes shows. J'ai dit, c'est-à-dire? Et il m'a dit, regardez, le dernier dialogue. Je fume au lit. Le milliardaire répond, pas grave. J'ai du poil aux pattes. Vous pouvez vous épiler. Je ne peux pas avoir d'enfant, nous en adopterons. À ce moment-là, Jack Lemmon enlève sa perruque, mais enfin, je suis un homme. Personne n'est parfait. Eh bien, la vérité profonde chez Molière, c'est que la vérité du c'est la vérité du spectacle. Que bien sûr, le monde court à sa perte, bien sûr, le monde court au désastre, mais toujours immanquablement, eh bien, la jeunesse adviendra sur la vieillesse. La vie advient sur la mort. La vie n'arrête pas d'advenir sur la mort, parce que c'est le mouvement même de la vie. Et cette vérité, elle est plus précieuse que toutes les dénonciations, c'est la vérité de Pretty Woman. Parce que, suivant Hegel, je pense que nécessairement, ce sont les déshérités qui nous promettent et qui déjà inventent un monde meilleur. C'est ce qu'elle accomplit à sa façon très humble, Pretty Woman. Je vous en supplie, essayez d'aimer autant que moi la dernière réplique de Viviane Julia Roberts sur les escaliers de secours dans l'avant-dernière scène. Je finis.
Merci infiniment pour cette fidèle et si généreuse présentation. Je crois que j'ai reçu au moins au début du film. On m'a quand même donné très envie de le revoir. J'ai oublié de poser la question fatidique parce qu'il y a toujours une première fois, même après Pretty Woman. Qui le voit pour la première fois? Ouais, pas mal. Et qui l'a déjà vu? Encore plus, un tiers, deux tiers. Ne sait pas? Non, tout le monde sait. En fait. Bon, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir, mon cher Arnaud. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon Pretty Woman. Et je vous retrouve demain. Là, je crois que toi qui es membre du conseil d'administration, tu apprécieras. On est à notre idéal de grand écart, puisque demain, on se retrouvera avec un certain nombre dans cette salle à ouvrir la rétrospective Marguerite Duras avec India Song. Voilà. Bonne soirée. Bon Pretty Woman.